Ce qu'on appelle pleine conscience, c'est une technique de méditation qui est dérivée du bouddhisme, mais que nous avons laïcisée pour qu'elle puisse s'appliquer à tout le monde, et qui consiste principalement à poser son attention et son esprit dans l'instant présent. Donc ça paraît très simple, dit comme ça, mais en réalité, pour le faire correctement, il faut s'entraîner. Et on a mis en évidence ces dernières années que la pratique régulière de la méditation de pleine conscience avait beaucoup d'avantages en termes d'équilibre émotionnel, de fonctionnement de l'esprit, de stabilité attentionnelle, d'où l'intérêt qu'elle suscite en médecine et en psychologie. Ce qu'on appelle vie intérieure, c'est un mélange un peu compliqué, à la fois de nos pensées, les pensées automatiques, les pensées vagabondes, c'est pas forcément une réflexion cohérente, voulue, qui chemine, mais c'est tout ce que c'est l'écho du monde à l'intérieur de nous-mêmes, tout ce que le monde extérieur suscite en nous. C'est aussi les états d'âme, ces petits ressentis émotionnels de basse intensité mais très influents, comme le spleen, l'agacement, l'apaisement. Et c'est le mélange détonnant à la fois ces pensées automatiques, ces émotions subtiles et discrètes qui constituent notre vie intérieure, qui est à la fois une source inépuisable d'émerveillement, de découverte. On voit à quel point le fonctionnement de notre esprit peut nous amener dans des zones qu'on n'aurait pas du tout prévues, mais ça peut être aussi une source d'enlisement. On peut être piégé par sa vie intérieure lorsqu'on se met à ruminer, lorsqu'on se met à ressasser. Et dans ces moments-là, il est urgent de s'en échapper et de s'intéresser à la vie extérieure. Les humains réagissent plus fortement au négatif qu'au positif, aux événements négatifs qu'aux événements positifs, pour des raisons d'évolution de notre espèce. Dans l'évolution de notre espèce, avant d'être les grands prédateurs de la planète que nous sommes devenus, nous avons été pendant l'essentiel du temps des proies. Nous étions en danger, donc nous avions intérêt à faire très attention à tout un tas de petits détails qui pouvaient annoncer des dangers, des problèmes, des difficultés, alors que par contre, c'était pas grave de rater des occasions de manger, de dormir, d'avoir des rapports sexuels, de jouer. Et donc notre cerveau est équipé pour détecter les dangers, parce que si nous ne les détectons pas, nous pouvons mourir lorsqu'on est un animal. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Si je rate mon bus, je ne vais pas mourir, je vais juste être stressé. Mais mon cerveau continue de fonctionner comme s'il y avait des enjeux semblables. Et par contre, je peux rater les bonnes choses parce que je pourrais tout retrouver ça demain ou après-demain. Et c'est pour ça qu'en général, on va plutôt apprendre aux gens la psychologie positive, apprendre à savourer et à susciter des émotions positives, qu'à leur apprendre à stresser, à s'angoisser, parce que ça, la plupart d'entre nous savons déjà très très bien le faire. Alors la psychologie positive, elle donne effectivement des pistes pour augmenter notre niveau moyen de bonheur, la fréquence des instants où on se sent heureux. C'est le travail de toute une vie, on n'arrête jamais, on n'a jamais assez de bonheur, comme on n'a jamais assez de santé, etc. Mais ça marche quand même assez vite. La plupart des programmes tournent sur 8-10 semaines et on montre qu'en l'espace de 2 mois, donc à peu près, pourvu qu'on fasse les exercices régulièrement, eh bien, les résultats sont au rendez-vous. Donc, premier résultat rapide, ensuite, on y travaille tout le temps, d'abord parce que c'est agréable et ensuite parce que c'est intéressant d'augmenter sa moyenne générale de bonheur.